Salut, c'est Étienne Deschappa. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu vas bientôt devoir passer à un entretien de personnalité ou de motivation. Le gros problème des entretiens de personnalité, c'est que tout le monde pense qu'il suffit de venir comme on est, puis ensuite advienne que pourra. C'est une énorme erreur. Un entretien de personnalité, un entretien de motivation, ça se prépare comme n'importe quelle épreuve. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les 5 grandes questions incontournables qu'il faut vraiment que tu aies préparées à l'avance, et surtout, je vais te donner des pistes pour y répondre. Enfile ton plus beau costume ou tailleur, et c'est parti. Première question ultra classique, le fameux présentez-vous. Tu vas rentrer dans la salle, le recruteur ou ton jury va t'attendre et va te proposer de t'asseoir. Il aura les différents éléments que tu auras pu donner à l'avance sous les yeux, et ensuite il va lancer la discussion. Présentez-vous, parlez-moi de vous, expliquez-moi ce qui vous amène, autant de façons de te demander de te lancer. Là, l'énorme erreur qui attend 90% des personnes qui vont passer en entretien, ce serait de réciter de manière chronologique ta vie jusqu'à cet entretien, du style « Bonjour, je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans. J'ai fait 2 ans au lycée machin truc muche, puis ensuite j'ai passé un bac ES et enfin... » Peu importe, tu vois l'idée. Faire ça a peu d'intérêt, pour 2 raisons. D'abord, c'est banal, tout le monde va le faire. Donc si tu veux essayer de te différencier, bah ça va être mal parti quoi. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que tu n'expliques pas en faisant ça pourquoi tu es là. Et en fait, c'est ça qui importe la personne qui te rencontre. Ce fameux présentez-vous, ça doit être le déclencheur d'une introduction que tu as préparée au cordeau. Introduction où évidemment tu vas rapidement reprendre les grandes lignes de ta vie et de ce qui t'amène ici. Mais tu vas surtout très rapidement rentrer dans le sujet ensuite en expliquant ce qui t'amène et en expliquant ce que tu veux et pourquoi tu es là. Donc par exemple, parce que tu veux rentrer dans cette école ou parce que tu veux impérativement avoir ce stage. L'intro a vocation à te présenter, mais elle a aussi vocation à préparer des perches que tu vas tendre à ton jury pour qu'il s'en saisisse et évidemment raconter ce qui est intéressant pour te mettre en valeur. La structure de ton intro, elle est super importante. Elle ne passe pas plus que 20 à 30 secondes sur toi et qui tu es, d'où tu viens. Ton nom, ton prénom, la ville d'où tu viens, si tu veux. Et ensuite tes études et ce que tu as pu faire dans les dernières années. Et ensuite tu enchaînes directement avec cette petite phrase « Si je suis ici devant vous, c'est parce que ». Et ensuite tu donnes des arguments pour mettre en avant ta candidature et pourquoi il faut que la personne qui est en face de toi te choisisse, toi et personne d'autre. Et en fait, si tu m'as bien suivi, ces différents arguments vont être des perches qui vont t'amener vers les éléments intéressants de ton profil et de ta candidature. Simplement, c'est toi qui vas tendre les perches et pas le jury qui va te questionner et te soumettre à un interrogatoire. Et donc forcément, dans ce sens, ton entretien va devenir une conversation, une discussion et ce sera beaucoup plus agréable et naturel pour tout le monde. Une perche incontournable à expliquer dans ton introduction, ça va être ton projet professionnel. La question va forcément arriver à un moment dans un entretien de motivation ou dans un entretien de personnalité. Parce qu'en fait, en général, si tu es là, c'est soit pour faire des études dans une école, soit pour avoir un job. Il faut donc que tu puisses expliquer ce qui t'amène, et ce qui t'amène, c'est ton projet professionnel. La précision qu'on va attendre de toi dans cet entretien va dépendre de ton âge et de ce à quoi tu postules. En entretien de personnalité, en école de commerce, en école d'ingénieur par exemple, on va attendre que tu donnes des grandes orientations, des grands axes. Il n'y aura pas besoin que tu aies un projet ultra précis. Il faut simplement que tu aies des idées et des choses que tu as envie d'explorer, parce que forcément, tes études sont aussi là pour t'aider à trouver ce que tu vas faire plus tard. Maintenant, si tu candidates à un stage, là, forcément, tu dois être sûr de toi et ne pas donner l'impression de douter, parce que quand on a le choix entre 2 candidats, un qui sait ce qu'il veut et un qui sait pas trop ce qu'il veut, on va choisir celui qui sait ce qu'il veut. Voilà. Par rapport à ce projet professionnel, il y a 2 choses. Il faut que tu te poses vraiment les questions du projet professionnel que tu veux vraiment faire. D'où la question de ton orientation. J'ai déjà traité pas mal de choses à ce sujet dans une vidéo précédente, tu la trouves juste ici. Pour ton orientation, pose-toi vraiment des questions, documente-toi, donne aussi le temps à ta pensée et à ta réflexion de maturer, parce qu'il faut vraiment que tu trouves la voie qui te correspondra à toi, il n'y a personne d'autre. Ensuite, une fois que tu sais vraiment là où tu veux aller, forcément tu vas rentrer dans une sorte de verticale qui va correspondre aux métiers vers lesquels tu as choisi d'aller. Là forcément, tu vas rentrer dans un univers dont tu vas devoir apprendre et maîtriser les codes. Imaginons, tu prépares un entretien de motivation pour aller travailler dans le conseil en stratégie ou dans la finance. Forcément, il va falloir que tu maîtrises des études de cas par exemple en conseil en stratégie, mais aussi que tu maîtrises même l'univers professionnel du conseil en stratégie. Donc savoir comment ça se passe un peu avec un client. Pareil dans la finance, il va falloir que tu connaisses de nombreux acronymes comme ce qu'est un LBO, des swaps, etc. etc. Ou encore, si tu veux devenir ingénieur par exemple en aéronautique, on risque aussi de te poser des questions sur comment est-ce qu'on structure une chaîne de production, comment est-ce qu'on calcule la poussée de quelque chose, etc. Donc dans ton projet professionnel, il faut autant que tu prépares les questions de fit, est-ce que tu es fait pour faire
ce à quoi tu prétends, et aussi les questions de fond, c'est-à-dire est-ce que tu t'y connais un peu dans le domaine en question pour montrer ta compétence. Ça, c'est vraiment le gros enjeu. Troisième question ultra classique, donnez-moi vos 3 qualités et vos 3 défauts. Tu peux être sûr, mais alors sûr que ça va tomber dans 95% des cas dans n'importe quel entretien. Là, ce qu'on va attendre, c'est des qualités qui soient pas trop vues, re-revues et ultra classiques, et c'est des défauts qui sont vrais et un tout qui est congruent. Première chose, dans les qualités, il faut vraiment que tu prennes des qualités qui te représentent vraiment. Donc s'il te plaît, tu ne dis pas que tu es perfectionniste. Parce que tout le monde peut dire ça, et franchement, bah, c'est bidon, c'est vu et re-revu, et ça ne marche pas. Trouve des choses qui te ressemblent vraiment et qui vont être cohérentes avec ton profil. Attends-toi aussi à ce qu'on te demande de défendre avec des anecdotes et des explications tes qualités et tes défauts. Par exemple, voici les 3 qualités que je donne régulièrement en entretien. D'abord, j'explique que je suis quelqu'un d'enthousiaste. Normalement, ça sent dans la discussion, dans ma façon de parler. Je parle vite. Désolé, je mets de l'énergie quand je parle, j'essaie vraiment de mettre de la vie dans les discussions que j'ai avec les gens. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un de froid et qui parle comme ça, et ce serait très ennuyant si je faisais comme ça. Voilà, je peux parler comme ça aussi, on peut continuer la vidéo comme ça. T'as envie de continuer comme ça, hein? Bon. Bon, voilà, t'as compris, ok? Deuxième qualité, j'explique que je suis vraiment quelqu'un de déterminé. C'est-à-dire que j'aime travailler, je suis vraiment un bosseur, et j'ai plein d'exemples dans ma vie qui peuvent le prouver. Dernière qualité, je suis quelqu'un un peu d'original et qui aime penser out of the box. Ça, vraiment, c'est quelque chose aussi qui me caractérise. Je suis pas très conformiste, quoi. J'aime trouver des nouvelles solutions, j'aime innover, j'aime trouver des choses comme ça. Et là, à nouveau, je vais avoir des expériences qui vont pouvoir le prouver. Vraiment, j'insiste, c'est super important. Tu dois avoir des exemples pour illustrer tes qualités et tes défauts. Parce qu'en fait, le but de cette question, c'est bien sûr de voir tes qualités et tes défauts, mais c'est aussi de te faire parler pour qu'on puisse en savoir plus sur toi. Pour les défauts, par pitié, tu n'es pas perfectionniste non plus. Et donc par exemple, moi dans les défauts que je peux donner, c'est que je suis très très mauvais perdant. Voilà, je déteste perdre. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui fait tout le temps marrer, mais ça sent aussi que je suis quelqu'un de déterminé, donc j'aime pas perdre. Et tu vois, ce défaut est cohérent avec une de mes qualités. Alors, t'es pas non plus forcément obligé de prendre un défaut qui est le pendant d'une de tes qualités. Tu prends simplement des choses pour essayer de faire un portrait de toi qui soit quand même plutôt flatteur et qui te mette quand même en valeur, mais qui soit aussi crédible. Chose très importante, tes qualités, elles sont bien, c'est super, et tes défauts, t'en es conscient et tu travailles dessus. Donc par exemple, j'explique aussi que parfois, j'ai tendance à faire trop compliqué. Voilà, j'ai tendance à faire trop compliqué, à couper les cheveux en 4, ce qui fait que pour faire un truc très simple, parfois je vais faire un truc très compliqué, ça servait à rien. Alors forcément, je me soigne, j'essaye de trouver des solutions pour faire plus simple, et franchement au quotidien, j'hésite pas à me demander, est-ce que tu essayes de trouver là le chemin le plus court pour arriver à ton résultat? Quatrième question ultra classique, et qui est la suite logique de la question précédente. Racontez-moi une expérience où vous avez su faire preuve d'autonomie, et expliquez-moi ce que vous en avez appris. Comme tu vois, c'est exactement la question qu'on pourrait te demander après que tu aies donné un défaut, une qualité, et qu'on te demande une petite anecdote. Et en fait, cette question est très importante parce qu'on peut te la poser pour n'importe laquelle des expériences dont tu as prévu de parler. Et là, il y a un gros piège. Genre pas un petit piège comme ça, non, un gros piège. Ce que vont faire les mauvais candidats, c'est qu'ils vont raconter leur vie. Oui, alors moi, j'étais passionné de pêche à la mouche, et donc la pêche à la mouche, nanana, nanana. Ou alors, oui, moi, je suis parti en voyage avec mes parents, et nanani, nanani, nanana. La première chose, c'est qu'on te demande pas de raconter ta vie. On te demande de raconter des morceaux choisis pour illustrer des compétences qui font que tu corresponds à ce qui est recherché par la personne que tu as en face de toi. Et c'est très important. Je me rappelle d'un copain qui avait passé un entretien de motivation en racontant sa passion pour le football. Et la personne en face de lui était aussi passionnée. Donc ils sont super bien entendus. Et c'était top. Et il pensait que c'était génial et que c'était plié et qu'il allait être pris. Sauf qu'il s'est fait saquer. Parce qu'en fait, oui, ils ont passé un très bon moment. Mais il n'a pas du tout mis en avant parce que le jury attendait pour le sélectionner. Il y a plein de gens qui aiment le football, les voitures, la pêche à la mouche, que sais-je. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu aies vécu des expériences, que tu en aies retiré des choses et que tu sois ensuite capable d'en parler avec pertinence. Deuxième chose, très importante sur tes expériences. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu vas passer un de tes premiers entretiens de motivation de personnalité et forcément, t'as pas encore énormément vécu. C'est normal, tout le monde est dans la même situation, donc faut pas stresser. En revanche, il faut vraiment que tous les exemples que tu as viennent de ton expérience et pas parce que ta famille ou parce que ton frère ou parce que tes parents font comme ci, font comme ça. C'est vraiment toi qui t'es approprié des sujets, qui a vécu des expériences, qui en a retiré des choses. Cinquième et dernière question, les fameuses questions pièges. Les questions pièges, elles peuvent prendre plein de formes. Par exemple, vendez-moi ce stylo. Ah ouais, vous aimez l'humour? Ah ouais, faites-nous rire. Dites-moi, combien de balles de ping-pong est-ce qu'on peut faire rentrer dans un A380? Vous avez une idée? J'imagine ta tête. Une question comme ça, à chaud, forcément, ça fait un peu peur et ça laisse perplexe. En fait, pour n'importe quelle question piège, il faut comprendre deux choses. Pourquoi est-ce qu'on te la pose? Et ensuite,
qu'est-ce qui est attendu de toi? Alors, pourquoi est-ce qu'on te la pose? En général, si on vient te chercher avec une question piège, c'est parce que tu as dit quelque chose d'énorme. Forcément, on te pose une question piège pour essayer de te faire réagir, pour te faire comprendre subtilement que tu devrais peut-être ajuster le cap et changer de braquet. Si c'est le cas, la réaction à avoir, elle est très simple. Prendre 5 secondes pour réfléchir très rapidement dans ta tête à ce que tu viens de dire, te demander s'il y a un problème. Si c'est le cas, t'excuser et expliciter le problème que tu viens de poser et dire: écoutez, je me suis mal exprimé et en réalité je voulais dire ci, je voulais dire ça, et espérer passer au travers de la question piège. Néanmoins, il est possible qu'on ne te permette pas d'éviter l'obstacle. Et dans ces cas-là, t'es obligé de t'y confronter. Alors, que faire? Par exemple, pour toutes les questions que je viens de te citer, l'enjeu c'est déjà de voir si tu vas paniquer ou pas. Si tu te mets à perdre tes moyens, c'est fini, t'as perdu. Alors que si tu réagis, que tu fais quelque chose de bien, de passable, tu vas éviter l'obstacle, et si tu fais vraiment une bonne performance, tu vas même gagner des points. Par exemple, pour un « vendez-moi ce stylo ». Ton stylo, blablabla. Bon bah là c'est fini. Si tu fais en revanche ce stylo il est très bien parce que c'est un stylo qui écrit et qui va vous permettre d'écrire plein de pages et qui est très fiable et robuste, et voilà. Alors ça c'est pas ouf, ça peut être la réaction un peu normale. En fait, la bonne réaction, ça va être de partir du besoin de la personne et de lui dire, par exemple: cher monsieur, je vois que vous êtes jury aujourd'hui. Vous allez donc avoir besoin de prendre de nombreuses notes pour pouvoir examiner tous les autres candidats comme moi. Écoutez, ce stylo va répondre à merveille à vos besoins. Grâce à ces 4 couleurs, eh bien, vous allez pouvoir à la fois prendre des notes, détacher les points forts en bleu, détacher les points faibles en rouge et éventuellement noter les petites anecdotes qu'on vous raconte en vert. Surtout, ce stylo vous servira bien au-delà de cette simple journée. En fait, ce stylo, vous allez pouvoir le garder pendant des années car c'est un 4 couleurs inusable et c'est vraiment sa grande force. C'est donc pour cela que je vous le propose à la somme modique de 99 centimes. J'ai peut-être légèrement forcé le trait sur la fin, mais tu vois l'idée. La bonne approche pour un vendez-moi ce stylo, en fait, c'est de partir des besoins de la personne que tu as en face de toi pour vraiment lui vendre le stylo et qu'il se dise oui, j'en ai besoin. Si on passe les 1000 pouces bleus sur cette vidéo, j'en fais une prochaine sur les 10 questions pièges les plus posées en entretien et comment y répondre. Tu connais maintenant les 5 questions les plus classiques qu'on va forcément te poser en entretien de motivation ou de personnalité. Vraiment, mon conseil, c'est de préparer toutes ces questions à l'écrit. Commence par préparer ton projet professionnel, réfléchis à pourquoi, comment et renseigne-toi sur les univers qui t'intéressent. Ensuite, répertorie les grandes expériences dont tu vas vouloir parler à un jury en entretien, et ensuite rédige tes petites anecdotes. Prépare enfin tes qualités, tes défauts, et essaye de faire en sorte que ça matche aussi un petit peu avec tes anecdotes. Et sinon, la meilleure façon d'éviter les questions pièges, c'est de ne pas tendre le bâton pour te faire battre. Si t'as bien préparé tes entretiens, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et si tu veux un coup de main pour les préparer, tu dois regarder du côté de nos Sherpas. On a plein de professeurs qui ont réussi avec brio les entretiens les plus difficiles de France, en ayant des 16, 18, 20, et crois-moi, une excellente note en entretien, ça peut vraiment faire toute la différence pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça vaut le coup de tenter. Sinon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, comme dit précédemment, si on passe les 1000 likes, il y aura une autre vidéo sur ce sujet. Et sinon, abonne-toi et va voir nos nombreux articles sur les entretiens directement sur le blog. On te les met dans la description. Allez, à très vite et bon courage. Peace!